Imaginez plonger dans un océan de connaissances cachées, où chaque couche révèle des mystères plus profonds et plus fascinants. C'est l'invitation que je vous fais avec ce guide de l'ésotérisme, organisé comme un véritable iceberg de la connaissance. En surface, on retrouve des idées qui font déjà partie de notre quotidien, mais en descendant, on tombe sur des pratiques ancestrales, des mouvements controversés et des traditions que peu osent explorer. Ce n'est pas n'importe quelle carte. Il a été soigneusement conçu pour montrer l'immensité de l'ésotérisme, allant de la magie cérémonielle occidentale au soufisme islamique, en passant par le christianisme mystique, l'alchimie, les écoles de pensée occultes et les courants spirituels modernes. Certaines de ces traditions s'étendent sur des millénaires, tandis que d'autres ont récemment émergé sur les rives plus audacieuses de la connaissance ésotérique. L'objectif ici est d'offrir un aperçu authentique de ce que signifie réellement rechercher la sagesse cachée, les expériences mystiques, les rituels secrets et les spiritualités alternatives. Les couches de cet iceberg ont été conçues pour refléter les niveaux de familiarité. Au premier niveau, il y a des concepts que des millions de personnes ont déjà rencontrés dans la culture populaire. Au fur et à mesure que nous avançons, nous atteignons des connaissances qui nécessitent une étude dédiée, jusqu'à atteindre des territoires réservés aux spécialistes et aux praticiens sérieux. Dans les profondeurs, nous rencontrons des pratiques si obscures que même les érudits occultes peuvent les ignorer. Pour suivre ce voyage, je publierai une vidéo par semaine, explorant chaque couche en détail. Ne manquez rien, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. Au final, vous aurez parcouru un chemin qui va de la spiritualité la plus accessible aux abîmes que peu de gens s'aventurent à explorer, en découvrant des idées et des rituels qui, depuis des milliers d'années, ont façonné la quête humaine pour comprendre la conscience, la réalité et les dimensions cachées de l'existence. Si vous souhaitez soutenir ce travail, envisagez de devenir membre de la chaîne ou de contribuer sur Patreon. Maintenant, commençons ce voyage. Tout d'abord, nous parlons d'astrologie et d'horoscope. L'idée centrale est simple, la position des étoiles au moment de votre naissance façonne qui vous êtes et influence l'orientation de votre vie. Cette croyance remonte à l'ancienne Mésopotamie, où les prêtres babyloniens, vers 2000 avant J.C., observaient les mouvements des planètes et des étoiles à la recherche de modèles capables de tout prédire, des récoltes au sort des royaumes. Ils ont divisé le ciel en 12 parties, créant ce que nous appelons aujourd'hui le zodiaque. Chaque section correspondait à une constellation et portait des significations spécifiques. Au fil du temps, ces connaissances se sont répandues en Égypte, en Grèce et, plus tard, dans les cultures islamiques et européennes, gagnant en complexité. L'horoscope tel que nous le connaissons aujourd'hui est apparu dans l'astrologie hellénistique, notamment avec les œuvres de Ptolémée, au IIe siècle après J.C. Dans son ouvrage Tétrabiblo, il a établi des règles systématiques pour interpréter les positions planétaires et leurs effets sur la personnalité et le destin humain. Ptolémée soutenait que, même si les étoiles exercent une influence, le libre arbitre prévaut toujours. Depuis plus de 1000 ans, ce point de vue a été pris au sérieux par les érudits, les dirigeants et les conseillers royaux. L'astrologie était un outil intellectuel respecté. Aujourd'hui, ce que beaucoup appellent l'astrologie ne ressemble guère à ce que pratiquait Ptolémée. Les horoscopes des journaux, apparus dans les années 1930, simplifient les analyses complexes du thème natal en prédictions quotidiennes basées uniquement sur le signe solaire. Les astrologues professionnels critiquent cette approche, arguant qu'une interprétation sérieuse nécessite d'examiner l'ensemble du thème natal, avec toutes les positions, maisons et aspects planétaires. Au XXe siècle, des personnalités comme Dane Rudhyar ont tenté de refondre l'astrologie comme un langage symbolique permettant d'acquérir des connaissances psychologiques plutôt que comme un outil de divination littérale. Ensuite, nous avons les tarots. Il est intéressant de noter qu'ils ont commencé comme un jeu et non comme un instrument mystique. Ils sont apparus dans le nord de l'Italie, vers 1440, comme une extension des jeux communs, ajoutant une 5e suite de cartes illustrées, les atouts, aux 4 couleurs traditionnelles. Ces premiers jeux, commandés par des familles nobles telles que les Visconti Sforza de Milan, présentaient des images allégoriques de vertu, de corps céleste et de hiérarchie sociale. Ils servaient à jouer au tarocchi, un jeu de cartes encore populaire dans certaines régions d'Europe. Pendant environ 300 ans, les cartes de tarot n'étaient qu'un divertissement. Aucune signification cachée, divination ou sagesse secrète ne leur était associée. La transformation en outil ésotérique a eu lieu à la fin du XVIIIe siècle, grâce aux occultistes français qui ont décidé que les cartes détenaient un savoir ancestral. Antoine Court de Géblin a publié, en 1781,
une théorie spéculative selon laquelle les tarots seraient originaires de l'Égypte ancienne, porteurs de la sagesse perdue du livre de Thoth. La première version explicitement créée pour la divination est apparue peu de temps après, accompagnée de manuels d'interprétation. En 1909, Arthur Edward Wett et l'artiste Pamela Coleman Smith ont créé le jeu le plus influent de l'histoire, le Rider-Waite-Smith. Contrairement au précédent, ce jeu illustrait les 78 cartes, pas seulement les arcanes majeures, le rendant plus accessible pour des lectures intuitives. La pratique de la lecture du tarot consiste généralement à mélanger les cartes tout en se concentrant sur une question, puis à les distribuer selon des modèles appelés « spread ». Le lecteur interprète les cartes en fonction de leur signification traditionnelle, de leur position dans la diffusion et de leurs relations les unes avec les autres. Le voyage du fou à travers les arcanes majeures est souvent vu comme une allégorie du développement spirituel, passant de l'innocence, à travers les épreuves et les révélations, jusqu'à l'illumination. Les sceptiques soulignent que les lectures de tarot reposent sur l'effet forêt, où des déclarations vagues semblent personnellement significatives, combinées à la capacité du lecteur à faire des lectures à froid. Les praticiens rétorquent que le tarot fonctionne comme un miroir de l'inconscient, un moyen d'accéder à des intuitions et de voir des schémas qui autrement passeraient inaperçus. Quel que soit le mécanisme utilisé, le tarot a laissé derrière lui ses origines de jeu de société et s'est imposé comme l'un des outils de divination les plus reconnus au monde. Parlons maintenant de numérologie. Cette pratique attribue des significations profondes aux nombres, les traitant comme bien plus que de simples quantités. Le principe est que les nombres ont des qualités et des vibrations intrinsèques qui influencent les événements, les personnalités et les destins. Bien que diverses cultures aient développé indépendamment le symbolisme des nombres, la numérologie occidentale est fortement basée sur la philosophie pythagoricienne. Pythagore, le mathématicien grec du VIe siècle avant J.C., enseignait que les nombres étaient les éléments fondamentaux de la réalité. Ses disciples croyaient que comprendre les relations numériques revenait à comprendre l'univers lui-même. L'expression « tout est nombre » résume cette vision. Chaque chiffre, de 1 à 9, portait des caractéristiques spécifiques. Numéro 1, par exemple, ont développé des approches distinctes au fil des siècles. L'école de la forme, par exemple, s'est concentrée sur l'analyse des caractéristiques physiques du terrain collines, rivières, vallées pour déterminer le flux du QI. La dernière école Compass incorporait des calculs mathématiques basés sur les 8 trigrammes du I Ching et les directions cardinales, attribuant des significations spécifiques à chaque angle. Une maison orientée au sud, par exemple, était considérée comme propice à la captation de l'énergie du soleil, tandis qu'une entrée orientée au nord pouvait poser des problèmes liés à l'obscurité et au froid. Le QI, ce concept central du Feng Shui, n'est pas qu'une force abstraite, il se manifeste dans tout, de la disposition des meubles au choix des couleurs. Une chambre avec le lit face à la porte, par exemple, était considérée comme vulnérable à la perte d'énergie vitale pendant le sommeil. Un bureau de travail face à un mur pourrait à son tour bloquer les opportunités professionnelles. Même la présence d'objets brisés ou désorganisés était interprétée comme un obstacle à la circulation harmonieuse du QI, traduisant des déséquilibres dans la vie de leurs occupants. En Occident, le Feng Shui a gagné en popularité à partir des années 1980, mais a connu une transformation radicale. Ce qui nécessitait autrefois des années d'études sous la direction de maîtres taoïstes est devenu un ensemble de conseils pratiques pour améliorer l'énergie des environnements. Les livres et les cours ont simplifié les règles, les réduisant à des formules comme « ne jamais mettre de miroir devant le lit » ou « utiliser des plantes pour attirer la prospérité ». Cette version occidentalisée, souvent appelée « Feng Shui moderne », a perdu sa profondeur philosophique originelle mais a conservé son attrait en offrant des solutions tangibles aux problèmes quotidiens, de l'insomnie aux difficultés financières. Les critiques soutiennent que cette adaptation superficielle a banalisé une tradition ancienne, la transformant en un simple produit de consommation. Cependant, ces défenseurs soulignent que, même simplifié, le Feng Shui continue de fonctionner comme un outil de connaissance de soi. Après tout, l'idée selon laquelle notre environnement influence notre bien-être n'est pas nouvelle. Des études en psychologie environnementale prouvent que des espaces organisés et esthétiques réduisent le stress et augmentent la productivité. Ce que fait essentiellement le Feng Shui, c'est systématiser cette intuition, en proposant un vocabulaire pour interpréter et transformer la relation entre l'homme et son environnement. Et c'est précisément cette capacité à unir le pratique au symbolique qui explique sa résilience. Tandis que d'autres pratiques ésotériques tombaient en désuétude ou étaient reléguées aux oubliettes, le Feng Shui se réinventait, s'adaptant aux contextes urbains, aux petits appartements et même aux bureaux d'entreprise.
Il est aujourd'hui possible de trouver des consultants spécialisés dans le Feng Shui pour le bureau à domicile ou le Feng Shui numérique, appliquant ces principes aux mises en page de sites Internet et de réseaux sociaux. Cette flexibilité a non seulement garanti sa survie, mais l'a également transformé en un phénomène mondial, transcendant les cultures et les époques. Le sujet suivant nous amène à une pratique tout aussi ancienne, mais avec un objectif radicalement différent, l'astrologie. Alors que le Feng Shui cherche à harmoniser l'homme avec l'espace, l'astrologie propose une connexion entre les événements terrestres et les mouvements célestes. Depuis les premiers récits babyloniens, il y a plus de 2000 ans, l'observation des étoiles est utilisée pour prédire les récoltes, les guerres et même le sort des rois. Mais c'est à l'époque hellénistique, avec la fusion des traditions babyloniennes, égyptiennes et grecques, que l'astrologie occidentale prend la forme que nous connaissons aujourd'hui. Les 12 signes du zodiaque, les planètes en tant que maîtres des aspects de la personnalité et l'idée selon laquelle le moment de la naissance détermine les traits de caractère, tout cela a été systématisé par des astrologues comme Ptolémée, dont le tétrabiblo est devenu la base de l'astrologie traditionnelle. Relaxation, méditation guidée ou état modifié de conscience, tels que ceux obtenus pendant le sommeil ou grâce à des pratiques chamaniques. Les civilisations anciennes décrivaient déjà des expériences similaires. Les Égyptiens croyaient que le ka, partie spirituelle de l'être, pouvait se détacher du corps pendant le sommeil ou lors des rituels de mort. Les chamans sibériens parlaient de voyages vers d'autres mondes dans des états de transe, et les yogis indiens pratiquaient le samyama, une technique de méditation avancée qui permettait la projection de la conscience. En Occident, le concept s'est renforcé au XIXe siècle avec le mouvement théosophique, qui a popularisé l'idée des corps subtils et des plans astraux. Des auteurs tels que Madame Blavatsky et, plus tard, Robert Monroe, fondateur de l'Institut Monroe, dédié à l'étude des états de conscience, ont documenté des expériences détaillées de projection astrale, décrivant des paysages non physiques, des rencontres avec des entités et même des voyages vers d'autres dimensions. Monroe a développé des techniques telles que EMI 5, qui utilisent des fréquences sonores pour induire des états propices à la projection, et ces rapports ont influencé des générations de chercheurs et de praticiens. La science conventionnelle traite le phénomène avec scepticisme, attribuant ces expériences à des hallucinations hypnagogiques, à des rêves lucides ou à une activité cérébrale pendant le sommeil paradoxal. Cependant, des études sur des patients en état de mort imminente, telles que celles menées par le cardiologue Pim van Lommel, ont enregistré des rapports cohérents de conscience hors du corps, même en cas d'arrêt cardiaque, alors que l'activité cérébrale devrait être absente. Pour les partisans de la projection astrale, ces expériences ne sont pas de simples illusions, mais la preuve que la conscience peut exister indépendamment du cerveau. Ils soutiennent que, tout comme la physique quantique remet en question nos notions de réalité matérielle, la projection astrale suggère que l'esprit opère à des niveaux qui transcendent le corps physique. Qu'elle soit un phénomène psychologique, spirituel ou encore non expliqué par la science, la projection astrale fascine car elle touche à l'une des grandes questions humaines, jusqu'où va notre conscience? Et si le « soi » que nous percevons ne se limitait pas aux limites du corps? Pour beaucoup, la pratique offre non seulement une aventure métaphysique, mais aussi un outil de découverte de soi, la possibilité d'explorer les recoins de l'esprit, d'affronter ses peurs dans des environnements contrôlés ou même de chercher des réponses sur des plans d'existence qui défient la logique. Et à tout le moins, cela nous rappelle avec force que la réalité peut être beaucoup plus fluide que nous ne le pensons. Les symboles résonnent si profondément dans la psyché humaine que le concept d'inconscient collectif offre une clé pour déchiffrer le langage universel qui unit des cultures, des époques et des individus apparemment déconnectés. Et si les histoires que nous racontons, les mythes que nous vénérons et même les rêves qui nous hantent n'étaient pas de simples produits de l'imagination, mais des échos d'une mémoire ancienne gravée dans notre propre cerveau? Jung ne considérait pas les archétypes comme de simples métaphores, mais comme des forces vivantes, façonnant nos perceptions, nos décisions et même les schémas les plus intimes de nos vies. Le héros, par exemple, n'est pas seulement une figure littéraire, c'est une impulsion qui nous pousse à surmonter les défis, à rechercher la transformation, à affronter l'inconnu. Elle, Ombre, quant à elle, n'est pas un méchant extérieur, mais la partie de nous que nous réprimons, que nous craignons de reconnaître et qui, lorsqu'elle est ignorée, se manifeste par des projections, des conflits et un auto-sabotage. Et qu'en est-il de la Grande Mère, présente à la fois dans la Vierge Marie et dans la déesse Kali, dans la patrie des peuples autochtones et dans la figure de la mère allaitante dans les cultures lointaines? Elle n'est pas seulement un symbole de soin, mais une représentation archétypale de la nutrition, de la fertilité et, dans sa face la plus sombre, de la dévoration, cette force qui nous nourrit et, en même temps, peut nous consumer. Le plus fascinant, c'est que ces schémas ne s'apprennent pas.
Ils émergent spontanément, comme s'ils étaient programmés dans notre psychisme dès la naissance. Les enfants qui n'ont jamais entendu parler des dragons rêvent de créatures ailes et cracheuses de feu. Les personnes qui ne connaissent pas la mythologie grecque décrivent des rencontres avec des personnages qui s'inscrivent parfaitement dans l'archétype du « vieux sage ». Et des cultures isolées, sans aucun contact les unes avec les autres, développent des mythes presque identiques sur les inondations, les dieux créateurs et les voyages aux enfers. Tout cela n'était-il qu'une coïncidence? Ou une preuve que sous la surface de la conscience individuelle se cache un océan partagé d'expériences humaines? La science moderne propose bien entendu d'autres explications. Certains neuroscientifiques soutiennent que les archétypes pourraient être le résultat de structures cérébrales communes à tous les humains, façonnées par l'évolution pour répondre à des modèles universels de survie. D'autres suggèrent que la récurrence de certains symboles serait due à une transmission culturelle inconsciente, même dans des sociétés isolées. Mais ces théories, aussi plausibles soient-elles, n'expliquent pas l'intensité émotionnelle évoquée par ces schémas. Pourquoi un rêve avec un serpent pourrait-il laisser quelqu'un paralysé de peur, même si la personne n'a jamais eu d'expérience traumatisante avec des serpents? Pourquoi l'image d'un cercle, qu'il s'agisse d'un mandala, d'un halo ou d'un simple anneau, éveille-t-elle une sensation presque sacrée dans tant de cultures? L'inconscient collectif n'est pas seulement une théorie psychologique. C'est un pont entre le visible et l'invisible, entre le personnel et l'universel, entre la science et le mystère. Il nous rappelle que, même si nous nous considérons comme des individus uniques, nous portons en nous les marques de toute l'humanité, ses luttes, ses peurs, ses espoirs et ses vérités les plus profondes. Et c'est peut-être précisément cette connexion, ce sentiment d'appartenance à quelque chose de plus grand, qui explique pourquoi certaines histoires, certains symboles et certaines expériences continuent de nous fasciner, de nous hanter et de nous transformer, siècle après siècle. Les symboles résonnent avec une telle force à travers le temps et la culture, la vision de Jung se présente comme un phare illuminant la façon dont nous comprenons le sens, le mythe et les profondeurs de l'esprit humain. Nous arrivons ainsi au bout du premier niveau de cet iceberg ésotérique, celui que des millions de personnes ont déjà touché, que ce soit à travers la culture populaire ou les courants de spiritualité les plus accessibles. Mais la vraie plongée ne fait que commencer. Dans l'étape suivante, nous descendrons au deuxième niveau, où les idées deviennent plus denses, les concepts nécessitent une plus grande intimité et les clés pour découvrir les couches cachées de la psyché humaine ne sont révélées qu'à ceux qui osent aller au-delà. Préparez-vous, ce qui nous attend n'est pas seulement la connaissance, mais un voyage qui remet en question les perceptions et élargit les horizons. Pour ne pas manquer une seconde de cette exploration, activez les notifications et abonnez-vous à la chaîne. Et si vous souhaitez anticiper ce voyage, avoir un accès exclusif à du contenu avancé et soutenir directement ce travail, rejoignez la communauté sur Patreon ou devenez membre ici sur YouTube pour seulement 5 $ par mois. Pour les contributions ponctuelles, les options PayPal et le lien vers un café virtuel sont dans la description et épinglés dans les commentaires. N'oubliez pas de visiter oculus.com et d'explorer l'autre projet dont je raconte, la chaîne Folk of Yore, où les histoires prennent vie sous une nouvelle perspective. À chaque vidéo, à chaque découverte, l'invitation est la même, continuez à s'interroger, continuez à chercher, continuez à s'émerveiller. Encore une fois, merci d'être là. Jusqu'à la prochaine fois et que le voyage ne se termine pas lorsque l'écran s'éteint.